Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass. Aujourd'hui, on va parler des examens. Grand sujet pour les collégiens et les lycéens qui vont donc passer le brevet, le bac blanc, les premières épreuves. En tout cas, c'est toujours un moment de stress. Alors parfois que pour les enfants, parfois que pour les parents, parfois pour tout le monde. Et l'idée, c'est que Pascal, elle va se présenter, mais en deux mots, elle est psychopédagogue, elle est sophrologue et son métier, sa vocation, c'est les apprentissages. Donc, c'est une personne qui accompagne beaucoup d'enfants, beaucoup d'ados, justement pour que ce soit un peu plus serein. Et on est aussi accompagné de Smadi, que vous voyez en vidéo aussi, qui est la cofondatrice avec moi de Parents pour demain. Donc, on est deux à la tête de cette jolie entreprise naissante. Parents pour demain, qu'est-ce que c'est en quelques mots pour ne pas vous assommer? C'est une plateforme d'accompagnement des parents d'adolescents avec le premier pilier, des ateliers enregistrés avec des experts de chaque thématique, donc comme Pascal, les apprentissages, comme peut être le harcèlement, la sexualité, le TDAH, la confiance, les addictions. On enregistre ces ateliers avec des experts et ensuite on les met à disposition sur une plateforme. J'aime beaucoup prendre l'exemple de Netflix. Au lieu de regarder une série sur Netflix, vous vous informez sur votre ado, vous grandissez avec votre ado, vous apprenez plein de choses pour que ce soit un peu plus serein à la maison. C'est un peu le même concept. Et associé à ça, parce que parfois il y a des problématiques, des thématiques ou des questionnements qui sont un peu plus profonds que ça, on a des groupes de parole avec justement ces experts qui permettent en petits groupes de discuter entre pairs, et le mot pair avec A-I-E. L'idée, ça va d'échanger entre nous, entre parents, avec un spécialiste pour trouver des solutions. Alors, on n'a pas forcément besoin d'avoir un problème avec son ado pour être abonné à Parents pour demain. Ça peut aussi juste être je veux m'informer, mon enfant rentre au collège, j'ai des questions qui arrivent, mon enfant approche de la puberté, j'ai des questions qui arrivent, les examens arrivent, j'ai des questions qui arrivent. Donc, c'est pas forcément Parents pour demain, ne pas forcément dire problème, mais c'est juste dire j'accompagne mon enfant et il n'a plus 6, 7 ou 8 ans, il grandit, le cadre doit évoluer. Donc voilà, Parents pour demain, c'est là pour ça, pour vous accompagner, vous guider sur ce chemin d'être parent d'un ado. Parce que forcément, adolescence, ça rime avec crise aujourd'hui, mais notre ambition avec Smadi, qui est juste à côté de moi, c'est justement que cette crise ne soit pas une fatalité et qu'on puisse le vivre un petit peu différemment. J'ai assez parlé. Je vais laisser Pascal, puisque c'est notre invité, se présenter et Smadi terminera la présentation et ensuite on rentrera vite dans le cœur du sujet parce qu'il y a beaucoup à dire. Mhm. Merci déjà, Smadi et Lucille, pour votre invitation et pour votre confiance. Donc, je suis Pascal Delarue, je suis psychopédagogue certifiée en pédagogie positive et je travaille en effet autour des apprentissages, autour de l'approche tête-cœur-corps. Donc, la tête, c'est comment fonctionne mon cerveau quand j'apprends, quelles techniques de mémorisation, de concentration, d'organisation je peux mettre en place pour que ça se passe un peu mieux. Mais on apprend aussi avec son cœur. Il y a tout l'aspect émotionnel, l'estime de soi, la motivation qui interviennent aussi dans les apprentissages. Et on apprend aussi avec son corps. On a besoin de se sentir bien dans son corps. On a besoin de répondre à ses besoins physiologiques pour être en pleine forme et pour bien apprendre. Donc, voilà ce que je fais en cabinet avec les enfants et les adolescents que je reçois. Le but est d'aller tirer les petites ficelles pour comprendre où est-ce que c'est compliqué et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil, comme astuce pour que ça se passe mieux dans son quotidien d'élève. Super, merci Pascal. Et maintenant, en quelques mots, Smadi, tu te présentes, s'il te plaît. Et du coup, moi, je suis thérapeute familiale. J'ai mon cabinet de thérapie familiale et d'hypnose depuis 9 ans maintenant. Je reçois énormément d'ados puisque je me suis spécialisée. Et c'est d'ailleurs dans ce cabinet que m'est venue l'idée de Parents pour demain. J'avais envie de diffuser les contenus que je pouvais donner aux parents, aux familles à plus grande échelle. Parce que parfois, je donne des conseils très simples, des outils que je lis dans des livres, des choses que, en parlant avec Pascal, voilà, j'ai des outils, je les transmets aux parents, je vois que ça marche, qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et du coup, j'ai eu envie que ça puisse impacter à plus grande échelle, qu'on puisse atteindre des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des thérapies. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée avec Lucille de créer Parents pour demain. Donc voilà, j'ai pas mal de contenu aussi à apporter et j'accompagne beaucoup de parents sur cette problématique-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'était très intéressant qu'on puisse faire cette masterclass toutes les trois.
Et donc, pour rentrer directement dans le sujet, vu que vous avez toutes les deux des adolescents qui viennent sur ce sujet d'apprentissage dans vos cabinets, donc qui sont en Île-de-France, pour info, Pascal, tu voulais nous dresser un constat. Voilà, le constat autour de ces apprentissages et donc des parents et des enfants. Je te laisse. Hmm. Bah, le constat, c'est que en période d'examen, il y a souvent beaucoup d'émotions et ça peut s'accompagner aussi parfois de stress. Donc, je voulais qu'on commence cette masterclass par se poser une question, vous, parents qui êtes présents ici aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous demander sur l'ensemble des discussions que vous avez avec votre ado, quel pourcentage représente les discussions autour de l'école, autour des devoirs et des examens? Est-ce que vous avez une idée là? Est-ce que vous pouvez prendre un petit temps pour réfléchir et vous demander sur l'ensemble des discussions qu'on peut avoir ensemble, parents, adolescents, quel est le pourcentage qu'occupent les discussions liées à l'école? Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez répondre dans le chat, comme ça on pourra voir vos réponses. En tout cas, c'est intéressant de se poser cette question. Ça peut permettre aussi de se rendre compte quelle est la place qu'occupe l'école, les apprentissages dans notre quotidien. Je ne sais pas si je peux voir moi les réponses. Je te dirai s'il y a des choses. Ok, très bien. Et après, je vous invite à vous poser une deuxième question. C'est de prendre comme une échelle de 0 à 10 qui représenterait le stress. Donc 6, 0, c'est je suis vraiment pas stressée du tout, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et 10, c'est je suis horriblement stressée, j'ai l'alarme autour de la tête, au-dessus de la tête qui est en train de tourner en permanence. Quelle note vous mettriez sur votre stress pour vous en tant que parent autour des examens de votre ado? Et de vous poser exactement la même question, de faire cette même échelle, à votre avis, quel est le niveau de stress pour votre ado par rapport aux examens là qui arrivent? Super intéressant, on va vous laisser quelques secondes. On a eu des petites réactions. Une personne qui nous dit ça dépend des périodes et pour le coup, facilement la moitié en période. Facilement la moitié, d'accord. On imagine la proportion, c'est un peu comme si on parlait la moitié du temps avec nos enfants de travail. C'est ça. C'est nous du travail, donc c'est un peu. On se rend compte de la puissance quand on aborde ça. Et une autre personne qui dit autour de 30% et qui nous dit entre parenthèses, c'est déjà beaucoup. Qui fait son propre commentaire, du coup. En effet, on peut, du coup, prendre de la distance et se dire, est-ce que ça me paraît, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que j'ai envie de modifier des choses? 8 pour moi, 0 pour lui. OK. Donc là, on a un papa qui a mis sur l'échelle du stress 8, donc 8 sur 10. Donc là, on est sur un stress assez important. Et 0 pour lui. Donc lui doit le prendre très à la cool, du coup, d'après en tout cas vos observations. Donc vous pouvez continuer là de répondre si vous le souhaitez par rapport à cette échelle du stress. Le stress pour vous par rapport aux examens ou par rapport à l'école, hein. Peut-être que tous vos ados ici ne sont pas forcément en examen, mais en tout cas, quel est le stress que ça représente par rapport à l'école et aux examens? Et vous pouvez, si vous le souhaitez, répondre dans le chat. On a aussi une maman qui avait déjà partagé, qui nous dit 4 pour moi, 7 pour elle. Donc là, on voit bien que, en tout cas, de sa vision du monde, elle est moins stressée, mais déjà un petit peu stressée que ces filles qui ont l'air, pour le coup, d'avoir une lumière d'alerte qui tourne un peu plus. Ouais, tout à fait. Et on a un 4 pour lui et 6 pour moi. Ouais, Donc, on a vraiment différents cas de figure. Ça peut être intéressant, j'imagine que vos ados ne sont peut-être pas forcément là avec vous, hein. Ça peut être intéressant qu'après, vous leur posiez la question, à ton avis, quelle est mon échelle de stress par rapport à tes examens et quelle est toi ton échelle de stress? Parce que parfois, on n'a pas toujours, on imagine que l'autre est stressé à 7 sur 10, mais en fait, ce n'est pas toujours ça qui va nous répondre. Ok, donc on peut voir qu'il y a vraiment différents cas de figure. 10 pour moi, 2 pour lui. D'accord. Donc là, 10, on peut dire pareil que l'alarme est vraiment en train de tourner et ça ne doit pas être facile à gérer pour vous, j'imagine, au quotidien, d'avoir ce stress autour des examens et autour de l'école. Très bien.
Eh bien, écoutez, je pense on peut continuer par rapport à ces questions-là. Exactement, c'est pour ça que je suis là. Tout à fait. Eh bien, vous êtes la bienvenue. On va justement parler des cas de figure quand les parents sont stressés ou quand l'ado est stressé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte que ça se passe un peu mieux parce que ce sont en effet des périodes assez stressantes et où la communication peut parfois être coupée. Dès qu'il y a du stress, on peut se rendre compte que la communication est moins fluide et que on va peut-être se parler de manière un peu moins agréable, ça va être moins évident de parler ensemble et d'être en relation. Donc, la première chose que je voulais mettre en avant en période d'examen et de manière générale, ce qui est très important, c'est de pouvoir, vous, en tant que parent, vous avez vraiment la main sur le cadre. Le cadre, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, le sport, le fait d'être en mouvement, les écrans, c'est vraiment des domaines dans lesquels vous pouvez intervenir. En général, quand on a un petit bébé, c'est vraiment ce à quoi on fait le plus attention, le cadre. On veut absolument que notre bébé dorme super bien, on va agiter le hochet quand il faut pour qu'il ait des émotions agréables, etc., etc. On va vraiment être aux petits oignons pour que ça se fasse le mieux possible pour lui au niveau du cadre. Et après, plus il va grandir, plus on laisse de la liberté, de l'autonomie, ce qui est tout à fait normal et ce qui est très bien. Mais on peut observer que quand certains ados sont vraiment en roue libre, bah, ils pourraient se coucher à pas d'heure, ils pourraient rester sur les écrans H24 s'ils le pouvaient, ne pas faire les devoirs, etc. Donc, vraiment, ce sur quoi vous pouvez agir en tant que parent le plus facilement, ça va être le cadre. Des fois, on peut être tenté de se dire, je vais lui dire comment il doit s'y prendre pour mémoriser, comment il doit apprendre, etc. C'est pas toujours facile en tant que parent de transmettre ça. En tout cas, votre premier rôle, ça va être de favoriser ce cadre. À votre avis, si on prend deux tranches d'âge, la tranche d'âge 6-13 ans et la tranche d'âge 14-17, de combien de temps ont besoin de dormir des ados de 6 ans, entre 6 ans et 13 ans, enfin enfants-ados entre 6 ans et 13 ans, et des ados entre 14 et 17 ans? Est-ce que vous avez une idée du temps de sommeil qui est nécessaire pour ces deux tranches d'âge-là? Vous pouvez répondre dans le chat si vous avez une idée. Alors, moi, je vais parler de mon expérience perso. J'ai un ado à la maison qui a 11 ans. Et je trouve qu'en tout cas, son comportement n'est pas le même quand il descend sous les 9-10 heures. Ouais, tout à Que tout fait. de suite, on voit qu'il s'énerve plus vite, qu'il peut monter dans les tours. Exactement. De 10 heures, mais ouais, je sais pas. Et c'est ce que dit une autre personne, là, 6-13 ans, 10 heures. 10 heures. Eh ben, c'est ça. En gros, bien sûr, on donne des fourchettes parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins. Peut le voir aussi quand on est adulte, hein, on n'a pas les mêmes besoins. Mais pour un enfant, enfin la tranche 6-13 ans, c'est plutôt 9-11 heures de sommeil qui est recommandé, entre 9 et 11 heures de sommeil. Donc 10 heures, on est tout à fait dedans. Et pour les 14-17 ans, c'est entre 8 et 10 heures de sommeil. Et comme tu le disais, Lucille, il y a vraiment un énorme impact. Le sommeil, ça a un énorme impact sur notre quotidien, ça impacte notre concentration, ça impacte notre mémorisation et ça impacte aussi notre humeur parce que dormir, ça permet la régulation des émotions. Et vraiment, il y a un constat par l'OMS qu'il y a énormément d'ados et aussi d'adultes d'ailleurs qui manquent de sommeil. Donc, c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez accompagner vos ados pour qu'ils puissent dormir à leur compte, parce que parfois, ça arrive qu'on sait tout à fait s'y prendre on sait bien s'y prendre pour mémoriser, tout va bien, etc. Mais il y a un moment où ça peut craquer, tout simplement parce que j'ai pas assez de sommeil. Alors Pascal, par rapport à ça, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux parents pour justement accompagner les ados dans le sommeil, pour justement les aider à mieux appréhender ce moment? Parce que souvent, un parent qui dit il faudrait que tu te mettes au lit, il faudrait que tu dormes, ils n'ont pas vraiment de moyens là-dessus. Qu'est-ce que tu conseilles toi aux parents dans le cabinet? Il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. Déjà, c'est pourquoi pas d'avoir un petit rituel avant de dormir. Ça peut être, si c'est du stress qui s'accompagne, des fois on n'a pas envie d'aller dormir parce qu'on est un peu stressé. Donc ça peut être intéressant d'avoir son propre rituel avant de dormir. Donc ça, c'est propre à chacun, hein. C'est à l'ado de trouver qu'est-ce qui lui convient. Les écrans, c'est bien connu. Il y a une lumière bleue qui vient de l'écran et cette lumière bleue, elle empêche de sécréter de la mélatonine.
C'est la raison pour laquelle on recommande d'arrêter les écrans quelque temps avant de dormir. Donc moi, je recommande au moins 1 heure avant de dormir d'arrêter les écrans et de faire une autre activité, une activité calme. Si j'aime dessiner, je peux dessiner. Lire, c'est génial. Je pense que les adultes qui lisent se rendent compte à quel point on a tendance à piquer du nez quand on lit. Donc voilà, il y a des petites activités calmes que l'on peut faire avant de dormir et qui permettent d'aller beaucoup plus facilement dans les bras de Morphée. Voilà, et donc pour les écrans aussi, ça peut faire partie du cadre. C'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de parents assez démunis par rapport à ce thème, enfin par rapport aux écrans. C'est vrai que c'est un sujet hyper compliqué parce que on peut parfois être proche de l'addiction, que ce soit les ados ou même nous, on l'observe. Hein. Si demain on nous confisque notre téléphone pendant une semaine, je pense qu'on se sentirait pas bien, même en tant qu'adulte. Donc, c'est un sujet assez complexe, mais c'est vrai que l'écran fait que je suis peut-être, enfin, si je tombe vraiment beaucoup dedans, je vais être forcément moins en mouvement, je vais peut-être avoir moins de sommeil. Enfin, il y a différentes conséquences sur ce fameux cadre. Donc, c'est intéressant aussi, je pense, de pouvoir définir des règles en famille par rapport aux écrans pour qu'il y ait un temps d'écran défini. Et si c'est compliqué, conflictuel, parce que l'adolescent est vraiment très, très à fond dans les écrans, pourquoi pas mettre une règle commune et dire, voilà, à partir de maintenant, on voudrait mettre une nouvelle règle, mais on va aussi se l'appliquer à nous. 1 heure avant de dormir, on va déposer notre téléphone dans une boîte ou voilà, sur un endroit qu'on a défini ensemble. Et voilà, et comme ça, nous aussi, on va jouer le jeu avec toi parce que c'est bien connu. Pour avoir de l'autorité, il faut parfois passer par l'exemplarité. Donc, ça peut être une solution pour mettre en place de nouvelles règles, même sur un sujet qui est un peu touchy. Je ne sais pas pour vous, là, les personnes présentes, si les écrans, c'est problématique, vous pouvez le partager avec nous dans le chat. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait partie du cadre pour moi. C'est-à-dire que d'être vigilant sur le sommeil, sur le sport, parfois aussi, quand il y a des examens, vers la première terminale, j'ai vachement d'ados qui arrêtent le sport, alors que c'est hyper important. J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps, donc c'est l'OMS qui dit que 80% des ados ne sont pas assez actifs. Donc ça nous montre quand même comme on est parfois, ils peuvent être pas assez en mouvement et de rappeler que le sport, ça a vraiment aussi une grande importance d'être en mouvement. C'est un besoin aussi physiologique fondamental pour un adolescent, pour son bien-être. Et les préconisations de l'OMS par rapport au sport, alors, je les ai pas en tête. Je crois que quand je les avais lus, je me suis dit, ah ouais, quand même. Je me rappelle pas du chiffre exact, mais je me suis dit, ah oui, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Parce qu'on a construit un atelier du coup ensemble avec Pascal. Ouais, et j'ai oublié entre-temps l'information. Et il me semble que c'était 1 heure d'activité intense par jour. Oui. Alors, j'ai la même information en tête, donc ça doit être ça. Et donc je me suis dit, c'est quand même assez important. Oui, Lucie. Pour les enfants en bas âge, parce que c'est plus pour le coup mon cœur de métier en termes de formation, c'est donc pour nos petits de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et je pense pour le coup ça doit vraiment continuer à l'adolescence, c'est au moins 1 heure en extérieur à se dépenser, et je ne parle pas d'une marche pour aller à la boulangerie. Je parle vraiment d'une activité où ils peuvent faire un peu de vélo, de draisienne, donc je pense qu'on est pareil pour les ados, et moi j'avais eu un chiffre comme quoi nos ados avaient perdu presque 20% de capacité cardiaque par rapport à il y a fort longtemps. Parce que voilà, parce que pas que les écrans, mais parce que plus de sédentarité, parce que les moyens de transport ont évolué, parce que voilà, pour plein de raisons. Mais voilà, c'est un impact sur tout, comme tu disais. C'est un énorme impact et que des fois, on ne voit pas le lien, mais en fait, c'est hyper important. Et donc, tout ce cadre-là, sommeil, sport, alimentation, etc., ça favorise mon bien-être. Et j'ai besoin de me sentir bien pour mieux apprendre. Donc ça, c'est votre rôle à vous en tant que parent d'être vigilant sur ces points-là, d'essayer tant bien que mal de mettre des règles avec les ados qui ne sont pas toujours, voilà, qui ont envie de prendre leur autonomie, leur liberté, c'est bien normal, mais c'est vrai que c'est intéressant mais de pouvoir les aiguiller et de leur dire, voilà, en fait, pourquoi est-ce que tu as besoin de temps de sommeil? Parce que ça joue sur telle et telle chose. Et pour fermer la parenthèse écran, parce que c'est pas le sujet, mais on l'abordera très prochainement dans une masterclass, j'ai vu une conférence d'Annelise Ducanda il n'y a pas très longtemps qui expliquait que les écrans ne peuvent pas être considérés comme une activité comme les autres.
comme le sport, comme le dessin, comme, enfin bref, tout ce que votre ado peut faire, les jeux de société, les copains. Parce qu'en fait, il y a c'est ce que tu disais Pascal, le système d'addiction, ça amène de la dopamine. En fait, plus on va consommer d'écran, plus on va avoir envie. Et en fait, ça ne nous fait pas ça quand on fait un coloriage. Il y a pas enfin, on est content, mais en tout cas, il n'y a pas cette notion d'addiction. Ça a vraiment été fait pour qu'on soit addict. Donc, c'est important que les parents soient là pour poser un cadre. Et comme tu disais, le cadre est hyper important. Et donc, on pose un cadre, on met des règles de timing, on met des règles, comme tu disais. Mais en tout cas, c'est vraiment le rôle du parent. Donc, on va fermer la parenthèse écran parce que ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est quand même un point très important. Et j'espère qu'on y reviendra très vite en masterclass avec Parents pour demain. Mais je crois que Smadi est sur le coup sur ce sujet-là. Oui. Tout à fait. Du coup, alors, oui. Juste pour résumer tout ce qu'on vient de se dire par rapport au rôle du parent qui était notre première partie. Donc, le rôle du parent dans les apprentissages, dans cette étape de révision, d'examen, c'est vraiment, comme tu dis, de veiller au cadre, que ce soit sportif, que l'ado puisse se dépenser, qu'il puisse être bien dans sa peau, qu'il puisse se sentir bien, qu'il puisse se sentir en mouvement, qu'il puisse dormir suffisamment. Il y a aussi les écrans, forcément, dont on vient de parler. Puis il y avait aussi cette notion de plaisir dont tu n'as pas encore, que tu n'as pas trop abordé. Ouais, et ça, c'est vrai que le parent peut avoir un rôle là-dessus. En tout cas, ça c'est encore plus si ceux qui ont répondu que ceux qui ont un ado stressé. Parfois, en période d'examen, je peux me focaliser uniquement sur mes examens et je vais me couper des moments de plaisir. C'est-à-dire que je vais enlever le sport, je vais peut-être enlever des moments avec des amis, les moments avec ma famille, et je vais être beaucoup moins dans le plaisir, alors que justement, plus je remplis ma jauge de plaisir et plus ça permet de réduire mon niveau de stress. Donc, si vous êtes dans le cas ado stressé et ado qui a tendance à mettre ça de côté, ça peut être intéressant que vous soyez là pour l'encourager à garder ces activités-là qui lui font du bien et qui permettent de lui remplir sa jauge de plaisir. Alors bien sûr, quand on est dans, on va dire, le coup de bourre de dernière minute, oui, on va réduire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut sortir tous les soirs avec ses copains, etc. Mais là, je parle vraiment de l'ado qui se coupe un peu. Ou parfois, j'ai pu rencontrer aussi des parents qui disaient « mais tu vas quand même pas aller au sport ». Non, mais il en a peut-être besoin. Donc, ça peut être intéressant de regarder la semaine de révision, comment est-ce que je vais positionner mes moments de révision et à quel moment je vais me positionner mes moments de plaisir. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble sur ce qui va se passer dans ma semaine, mes moments où je vais devoir vraiment me motiver, trouver de la ressource en moi pour m'y mettre, et mes petits objectifs, mes petits moments de plaisir qui me permettent aussi de passer une semaine quand même agréable, même si je suis dans une période un peu plus difficile. Donc ça, c'est intéressant. Pour ceux qui disaient que le temps de conversation tournait énormément autour des devoirs, autour des examens, etc. Si votre ado est stressé, ou même s'il n'est pas stressé, en tout cas, si vous trouvez que ça tourne vraiment beaucoup autour de ça, ça peut être intéressant de définir un moment précis où on n'a pas le droit de parler de ça. C'est comme une interdiction ou comme un jeu, un défi où on se dit on n'a vraiment pas le droit à ce moment-là de parler de ça. Ça peut être par exemple pendant les repas. On peut se dire pendant les repas, on se dit qu'on n'a pas le droit de parler de l'école. C'est comme si l'école n'existait pas, on parle forcément d'autre chose. Ou alors une soirée entière qu'on définit, par exemple tous les vendredis soirs, à partir du moment où tu rentres de l'école, où tu vas te coucher, je ne te parle pas des examens, je ne te parle pas de l'école. Donc ça peut être aussi intéressant de partir sur ce petit engagement-là, déjà parce que c'est rigolo, déjà parce que ça montre qu'en tant que parent, je fais aussi l'effort de parler d'autre chose et de se rappeler que ces moments de plaisir où je ne vais pas penser qu'à ça, c'est important. Donc voilà. Et il y avait aussi la technique, le petit outil des 3 kiffs. Si on veut, pendant les repas, on se dit qu'on ne parle pas des devoirs et on se fait les 3 kiffs. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver 3 moments qu'on a appréciés dans notre journée. Un moment qui m'a rendu joyeux, un moment qui m'a rendu fière, un moment qui m'a donné un petit sourire. Chaque membre de la famille peut essayer de trouver quels sont ses meilleurs moments de la journée et les partager avec les autres. Donc ça permet aussi de remplir sa jauge de plaisir et de réduire sa jauge de stress. Donc ça, c'est un outil de Florence Schreiber qui s'appelle les 3 kiffs, que l'on peut faire tous ensemble en famille pour essayer de mettre un petit peu de fun dans une période
un peu stressantes. On a une question, Pascal. Oui. Veiller au cadre, certes, mais difficile d'avoir la main face à un fort désir d'indépendance. Comment accompagner un ado qui estime que dormir, c'est un peu de la perte de temps? Ouais, c'est vrai qu'il y a quelle est ma vision des choses. Il y a tout à fait, vous êtes tout à fait dans une période où il y a ce désir d'indépendance, d'autonomie, et donc c'est normal de lâcher du lest à certains moments et sur plein de sujets. Il existe des petites vidéos très intéressantes qui expliquent ce que je viens de dire sur l'impact du sommeil et les conséquences sur la mémorisation, la concentration, aussi la régulation de l'humeur. Moi, parfois, je montre ces vidéos au cabinet pour certains enfants ou adolescents pour qu'il y ait une prise de conscience, parce qu'en effet, c'est que parfois, on ne fait pas le lien, on ne sait plus. En fait, on entend vachement de phrases en boucle. On entend « faut bien dormir, faut bien manger », etc. Et on ne sait plus pour quelle raison il faut bien dormir, il faut bien manger. Donc, pourquoi pas s'appuyer sur une petite vidéo qui explique, qui permet de passer un message à votre ado. Parce que, par exemple, moi, je suis tombée sur une vidéo qui expliquait qu'un ado qui manque de sommeil, qui dort moins de 7 heures par nuit, me semble-t-il, ça finit par empêcher le développement de la matière grise, donc qui est directement lié aux apprentissages. Donc, il y a vraiment des conséquences biologiques et physiques. Et donc, ça peut être intéressant de trouver soit une petite vidéo pour ça, ou alors vous pouvez aussi demander à votre médecin d'expliquer quelle est la conséquence du sommeil. Enfin, quels sont les bienfaits du sommeil et quels sont les méfaits quand je manque de sommeil. Pourquoi pas, si c'est difficile pour vous en tant que parent de passer le message, d'essayer de vous appuyer sur d'autres supports, et il y a pas mal de choses qui existent qui vous permettront certainement de passer ce message un peu plus facilement. Mais j'entends tout à fait que c'est une période extrêmement compliquée pour faire comprendre, et que parfois un ado peut être dans l'opposition et on peut se sentir vraiment en difficulté en tant que parent. Donc, courage à vous. J'aimerais compléter du coup ta réponse, Pascal, Ouais. par le fait que peut-être que c'est intéressant de questionner l'ado par rapport à ses priorités à lui aussi. Parce que cet ado, peut-être que si pour lui manquer de sommeil, si pour lui c'est important ses examens, si pour lui c'est ça sa priorité, alors tous ces arguments sont justes. Alors tous ces arguments valent très bien. Oui, il faut que tu te reposes pour ta matière grise et tout ça. Maintenant, si sa priorité à lui c'est pas du tout ses examens, bon peut-être qu'il faut déjà revoir cette priorité d'abord pour ensuite que le sommeil devienne sa priorité, parce que si pour lui, c'est pas important de réussir ses examens, par exemple, s'il est sur une motivation zéro, je pense que ces arguments-là n'auront pas d'impact sur lui, puisque de toute façon, c'est pas un but en soi aujourd'hui. Ouais, peut-être que c'est intéressant d'aller questionner Ouais. Et ce qui est cool, c'est que le sommeil joue sur tellement de choses que peut-être que vous trouverez en commun un sujet. Parce que ça ne joue pas que sur la concentration, la mémorisation, ça joue sur la régulation de l'humeur, sur le fait de se sentir bien, en fait. Ça joue aussi sur l'immunité, le fait de ne pas tomber malade. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peut-être permettront de trouver un point qui le motivera. Oui, ouais, je suis sûre qu'on vous trouverez. Après, on avait évoqué dans la trame le fait d'être un parent contrôlant, et ça, je pense que c'est aussi le mécanisme de je suis un parent d'un enfant, voilà, 4, 5, 6, 7, 8 ans, et forcément, l'implication, comme tu sais, est différente, et puis l'adolescent, il commence à vouloir voler, et là, on a toute une posture parentale à revoir, parce que il y a un désir d'indépendance qui est normal et qu'on doit accompagner. Et donc, on a peut-être tendance à parfois être trop contrôlant, et parfois même jugeant. Et c'est ce qu'on évoquait dans la préparation, c'est quand on a ce genre de phrase, petit, on va critiquer le fait qu'on dit il est timide, machin, et puis plus grand, c'est il est flemmard, etc. Et donc, tu nous avais fait une super partie sur ça, et je voudrais qu'on en parle. Mon enfant est flemmard, qu'est-ce que je fais en fait? Ouais, il est flemmard. En effet, on a parlé là de l'ado qui avait tendance à être, qui pouvait être stressé, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce cas-là? Et quand on est stressé en tant que parent, on peut aller vers cette posture un peu plus contrôlante, jugeante, et souligner ce qui ne va pas. Et parfois, on peut aller vers des étiquettes. Et donc, le fameux enfant flemmard ou le fameux ado flemmard, c'est vrai que depuis que je travaille en cabinet, je me rends compte à quel point derrière la flemmardise, derrière cette image, il peut y avoir
d'autres choses qui, d'ailleurs, peuvent être douloureuses. Derrière le fait de ne pas se mettre à faire les devoirs, il peut y avoir une très grande peur de l'échec. J'observe aussi parfois, je reçois en cabinet des élèves qui sont vraiment épuisés, qui sont fatigués. Il y en a certains qui sont presque aussi en surmenage. Il y a des adolescents qui ont des troubles des apprentissages, une dyslexie par exemple, une dysorthographie, un trouble de l'attention, qui font qu'ils se forcent à entrer dans le moule comme ça régulièrement toute la journée, et le soir ils sont hyper fatigués pour faire leurs devoirs. Enfin, voilà, il y a tout un tas de cas de figure où tout simplement l'élève qui n'a pas forcément de trouble des apprentissages, mais qui fait beaucoup d'efforts, qui a fait beaucoup d'efforts à certains moments et que ça n'a pas toujours été vu au niveau des notes, et donc du coup ça peut être extrêmement décourageant. Donc souvent derrière cette image de flemmardise, il peut y avoir d'autres choses, et il y a des raisons et souvent des aspects émotionnels. Du coup, plutôt que cette posture de parents contrôlant, jugeant, qui peut, comme on l'a vu tout à l'heure, couper la communication et qui peut mener au conflit, ça peut être intéressant de se poser... pipi en même temps. Ça peut être intéressant de se poser la question, comment est-ce que je peux être plutôt un parent soutenant? Et donc là, par exemple, si je me rends compte que dans ma manière de faire, dans notre manière de fonctionner, on a tendance peut-être à parler de l'école très souvent, plein de fois, peut-être parfois à lancer des petites piques entre le fromage et le dessert, c'est peut-être pas toujours très constructif. Et ça peut être intéressant que vous planifiez un moment avec votre ado pour échanger autour des examens à venir. Et que là, vous soyez aussi, c'est un peu comme le disait Smadi par rapport au sommeil, plutôt dans un questionnement. Par exemple, de poser la question, comment tu te sens en ce moment? Donc là, c'est vraiment l'ado qui va exprimer, et on n'est plus dans ce jugement qui fait que quand on juge, ça coupe la conversation. Là, en posant la question comment tu te sens, on ouvre la conversation. C'est possible aussi de dire, je vois bien que moi, en ce moment, je n'arrive plus trop, je ne sais plus trop comment te soutenir, j'ai envie de te soutenir, mais j'ai l'impression de marcher sur des œufs, j'ai l'impression que dès que j'interviens, ça part en conflit, etc. Donc, je ne sais pas comment me positionner. Est-ce que toi, tu veux me dire comment tu voudrais que je puisse être en soutien pour toi? Et là, c'est votre ado qui peut-être va vous apporter certaines réponses. Peut-être qu'il va vous dire qu'il a besoin de plus d'autonomie, et que vous allez exprimer aussi que vous pouvez laisser plus d'autonomie, mais avec éventuellement des conditions ou avec un besoin d'être rassuré sur le fait qu'il va vraiment avancer de son côté. Donc ça peut être intéressant d'avoir cet échange-là sous forme de questionnement, et pas ces pics un peu perpétuels comme ça à longueur de journée qui finalement ne sont plus du tout constructives. Et si la discussion se passe bien, que vous arrivez chacun des deux côtés à exprimer des choses, pourquoi pas essayer de dire on peut partir sur de nouvelles bases, et on pourrait rédiger, pourquoi pas, un contrat de confiance où on met de nouveaux engagements. Donc ça peut être par exemple, on va faire un planning ensemble. Ça, c'est l'engagement commun. On va faire un planning ensemble parce que j'ai observé que tu es un peu en dehors des réalités. C'est comme si tu n'avais pas l'air de te rendre compte qu'il va y avoir une épreuve dans 3 semaines. Donc, j'aimerais qu'on puisse vraiment faire ce planning ensemble. Ça, j'y tiens. Est-ce que tu es OK qu'on fasse ça? J'entends par contre que toi, tu as besoin de plus d'autonomie. Donc, je vais prendre un peu de distance. J'ai besoin, cela dit, d'être rassurée sur le fait que tu t'y mettes. Donc, est-ce que toi, tu peux t'engager aussi à t'y mettre, même si moi, je ne suis pas sur ton dos? Et vous allez écrire ces différents points que vous allez trouver ensemble et faire une jolie signature en bas du contrat de confiance pour essayer le plus possible de partir sur d'autres bases. En tout cas, si dans votre cas, ça pouvait être un petit peu conflictuel, ou si la communication était un petit peu coupée. Et après, il y a un autre point par rapport aux parents soutenants. C'est vrai que c'est pas des périodes faciles, les examens. Du coup, ça peut être intéressant d'être dans l'encouragement. Et vous pouvez, par exemple, prendre des petits papiers sur lesquels vous allez noter des qualités que vous observez de votre adolescent, des choses que vous appréciez chez lui, des réussites qu'il a pu avoir,
ou alors tout simplement des mots d'encouragement comme tu vas y arriver, je crois en toi. Et ces petits messages, vous pouvez les dissimuler au fil des révisions. S'il y a encore 3 semaines, un mois, vous pouvez un matin mettre un premier mot à côté du bol, le lendemain glisser un petit mot dans la trousse, en espérant que ses copains ne tombent pas dessus. Vous pouvez dissimuler ces petits messages un petit peu partout et du coup être vraiment dans cette posture plutôt de parent soutenant plutôt que le parent un peu jugeant, contrôlant qui, sur cette posture-là, peut générer parfois plus de stress. Sur cette partie petits mots que j'adore personnellement, parce que je trouve que ça fait un gros parallèle avec les relations amoureuses. Et on aime bien, enfin, je parle pour moi, mais je pense que je ne suis pas la seule, je ne suis pas l'unanimité, mais en tout cas, je pense qu'on est nombreux à bien aimer avoir un petit mot de notre chérie, ou de sa chérie, par SMS, quand on a une épreuve un peu compliquée, un rendez-vous, sur le miroir, un petit truc au rouge à lèvres, ou enfin bref, n'importe quoi. Et en fait, c'est tellement agréable. Enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, testez si vous ne l'avez jamais vécu. Faites-le à votre moitié. C'est vraiment trop bien, en fait. Donc, j'imagine pour un ado de recevoir ça. Je n'ai pas eu ça personnellement, mais je pense que je garderai cette idée ou je te rappellerai parce que c'est trop bien un peu comme des petites gouttes de bonheur qu'on va venir amener dans le quotidien de son ado. Donc, c'est une super idée. Et je trouve que même en dehors des périodes d'examen, ça peut être tout le temps, en fait. Dire qu'en fait, Ouais. jalonner notre vie de petits moments et pas se focuser, comme tu dis, sur des injonctions ou sur des trucs un petit peu compliqués de la vie parce que pas toujours simple pour tout le monde, en fait, nos ados comme pour nous. Exactement. Ces petits messages de bonheur et d'encouragement, ça fait toujours plaisir à recevoir et à donner. Ça peut aussi contribuer à recréer du lien parce que si on passe du jugement et de cette phase d'avant où on n'était pas dans un bon lien, au début, ça va lui faire bizarre, hein, c'est sûr, de trouver des petits mots. Et puis, au bout d'un moment, ça va peut-être pas marcher dès le début, mais au moins, ça encourage quelque chose et ça va recréer un lien de confiance, un lien de proximité avec l'ado. Donc, ça va être, je trouve que c'est vraiment un excellent outil à mettre en place. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit excellent, merci. Ouais. On a hâte, hein, n'hésitez pas à répondre à nos mails et à nous dire les petits mots que vous avez glissés et la réaction de votre ado, surtout qu'est-ce qu'il a dit au premier et au second. Exactement. Et je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à un petit complément par rapport à tout ce que tu apportes qui est déjà très très complet, je trouve, par rapport à comment est-ce que j'engage ces changements-là avec mon ado. C'est déjà peut-être poser, aller assumer que ok, j'ai remarqué que j'étais dans le jugement, j'ai remarqué, en fait, assumer aussi, être un bon parent, je trouve que c'est aussi assumer ses erreurs, assumer que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément bien fait, qu'on n'avait pas forcément, qu'on avait été trop focus sur les devoirs et que ok, allez, là j'ai remarqué ça, j'ai remarqué que j'étais trop dans le jugement et du coup j'ai décidé que je voulais que ce soit différent. Donc à partir de maintenant, et peut-être amener la discussion comme ça, amener ce contrat de confiance dont tu parlais, amener toutes ces choses-là. À partir de maintenant, voilà comment j'aimerais que ce soit, voilà comment j'aimerais, voilà, donc vraiment aller assumer ce qui se passe et aller assumer qu'on veut que ça soit différent maintenant. C'est ça. Et puis de dire, là, j'ai pas les clés, là. Et puis c'est OK, en fait, en tant que parent, de pas avoir tout le temps les clés. C'est carrément normal, quoi. Ouais. De dire, là, j'y arrive pas. Je vois bien que je tente des trucs et que ça marche jamais. Donc, peut-être que je m'y prends pas tous les jours bien. Et donc, peut-être qu'on va voir ensemble comment on peut recadrer un peu ça ensemble. Ouais. Et puis, ça crée la discussion de se remettre en question. Parce que si je viens avec une posture où je me remets en question, peut-être que l'ado acceptera plus aussi de se remettre en question. C'est vrai que je fous un peu rien en ce moment, par exemple. Alors que si je viens en disant tu fous rien, en fait, ça coupe la discussion et ça n'ouvre pas. Donc là, c'est vraiment comment je peux ouvrir. Donc c'est tout à fait ça. Et ça répond sur le sommeil tout à l'heure, la question sur le sommeil. Peut-être qu'il faut d'abord recréer le lien avant de réussir à le convaincre de regarder ses vidéos, ne serait-ce que de se remettre en question, quoi. C'est ça. De toute façon, le lien, il est crucial, quoi. Ouais. Et du coup, ça peut être aussi, comme je l'ai dit, quel est le sujet stressant là, c'est les examens, mais je peux faire la même chose, de prendre vraiment un temps pour dire je voudrais parler du sommeil
avec toi et pourquoi pas vous aussi parler avec vos émotions parce que là, vous allez dire: «C'est quoi ton émotion par rapport» de dire: «Bah, moi, quand je vois que tu ne dors pas, c'est vrai que je suis inquiète ou je suis inquiet» et plus je parle avec mes émotions, mais sur un moment, un peu plus, choisi, plus ça peut créer une discussion, ouverte, plutôt que des pics à longueur de journée: «Tu dors pas assez, tu dors pas assez, tu dors pas assez». Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Lucie? Oui, avant qu'on conclue cette masterclass, je trouve que la notion de plaisir est hyper importante pour le lien, justement. Et on est obligé, avec des guillemets, de s'occuper de nos enfants quand ils sont encore dépendants. Les petits, on est obligé d'être avec eux. Mais les ados, du fait de l'indépendance, on a tendance à quand même, je pense, et je le vois même à la maison, à moins passer de temps avec eux parce qu'ils peuvent être seuls dans leur chambre, ils peuvent être seuls à la maison, ils peuvent sortir, etc. Et donc, au fur et à mesure qu'on grandit, le temps passé ensemble est parfois de moins en moins important. Et je pense que c'est important quand on fait cet agenda, surtout si on arrive à le faire sur des périodes un peu longues, ou en tout cas à se projeter ensemble les prochaines vacances, et trouver des moments où justement on va créer du lien. Viens, on va avoir un match de foot ensemble, viens, on va avoir la compète ensemble parce que tu adores la gym, viens, on va avoir un spectacle et on va aller au resto tous les deux, ou on va faire une balade à vélo ensemble, on laisse les conjoints, les autres frères et sœurs, et avoir des moments voilà, où on tisse ce lien qui peut être un peu distendu à certains moments. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, pour conclure, on avait parlé des réalités, mais ça fait un peu écho avec ce que Smiley disait. L'idée, c'est de voir ce qui est, dans quelle réalité lui il est, dans quel monde il vit. Donc, je ne sais pas si tu veux conclure là-dessus ou si tu as un autre point que tu veux. Ouais, j'avais un dernier petit point. C'est vrai que ce qui peut causer parfois ce côté conflictuel ou inquiétude du parent, c'est que je peux me dire, bah mince, j'ai l'impression que mon ado est complètement hors réalité. Donc ça, c'est forcément assez stressant. Donc c'est normal aussi parce que le cerveau de l'adolescent n'est pas encore arrivé à maturité. Donc un adolescent n'est pas un adulte. Donc oui, il peut avoir du mal à anticiper, il peut avoir du mal à s'organiser. Et en même temps, il est dans une posture de papa, maman, surtout ne venez pas trop m'aider. Je généralise, hein, peut-être que chaque adolescent et chaque parent ici présent ne vivent pas forcément ça exactement comme ça, mais il peut y avoir à la fois un besoin et un rejet. Donc, du coup, c'est très difficile pour vous, parents, de vous positionner. Ce que vous pouvez faire, c'est au moins proposer de faire quelque chose quand même ensemble pour commencer et après de le laisser dans l'autonomie. Je m'explique. Vous pourriez l'inviter à écrire sur des post-it tout ce qu'il lui reste encore à apprendre pour les examens à venir. Donc, par exemple, vous pourriez, pour l'histoire géo, prendre des post-it de couleur bleue et un post-it égale une tâche ou un chapitre. On ne met pas plus d'éléments dessus. Donc, il va pouvoir écrire tout ce qu'il lui reste à faire. Sur le coup, ça peut être un peu stressant parce que s'il y a beaucoup de matières encore qui arrivent pour le bac, par exemple, je peux me dire, mon Dieu, ça fait super peur. Mais là, à ce moment-là, ça permet de ramener l'adolescent à une certaine réalité. Et on peut réfléchir ensemble et se dire, bah voilà, donc là, il y a tous ces post-it-là, il y a toutes ces matières, ces chapitres à apprendre. Et l'échéance, ça va être telle date. Donc, à partir de ça, toi, il reste tant de semaines. Comment tu veux t'organiser? Combien de matières à peu près tu veux mettre par semaine pour que ça le fasse? Et donc là, il y a un début d'accompagnement du parent, mais il y a une réflexion qui vient aussi de l'adolescent qui se rend compte par lui-même et qui va décider du nombre de matières qu'il va mettre par semaine. Et après, vous pouvez utiliser soit un planning, donc par exemple un grand planning A3 sur lequel il va venir positionner chaque semaine, parce qu'après on met les post-it de côté, il ne faut pas les voir tous en même temps, sinon ça fait très peur. Chaque semaine, je vais aller en chercher ceux qui sont prioritaires, je vais les positionner sur ma semaine, donc sur un planning. Ça, c'est possible de faire comme ça. Il y a aussi certains ados qui rejettent complètement le planning parce que c'est difficile de le tenir, parce que j'avais dit que j'allais faire ça puis j'ai pas fait, du coup je suis déçue. Donc il y a une autre technique, toujours en conservant les post-it, qui est d'utiliser 3 feuilles. Une feuille où il y a marqué à faire, une feuille où il y a marqué en cours et une feuille où il y a marqué fait. Et donc au début de ma semaine, je sélectionne mes post-it de ce que je vais réviser cette semaine, je les positionne sur ma feuille à faire et puis après je les bouge de feuille, je les change de feuille
je vais les mettre sur en cours si j'ai pas fini ou fait une fois que j'ai terminé. Et ça me permet vraiment d'avoir un outil visuel pour me rendre compte d'où j'en suis et de ce que j'ai à faire et de un peu plus me motiver parce que du coup, en tout cas, ça m'a un peu plus ramené à une forme de réalité. Donc voilà pour cet outil-là, plutôt d'organisation avec les ados. Très concret. Celui-là, il était bonus parce qu'il était il est dans l'atelier normalement, dans l'atelier qu'on a construit ensemble. Mais c'est bon parce que ça va nous permettre Belle transition. de faire une transition, de clôturer doucement ce chapitre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant qu'on est encore ensemble. Pascal est là, Smadi est là, et puis je suis là aussi pour y répondre. On est toutes les trois disponibles. Et avant de clôturer, je voulais vous parler donc de notre atelier qu'on a construit donc avec Pascal, comme on disait, autour des apprentissages pour qu'ils soient plus sereins et plus confiants, parce qu'en fait, c'est aussi compliqué d'apprendre quand on n'a pas appris à apprendre, et il y a des choses que tu nous transmets dans l'atelier qui est vraiment très riche. Pour le coup, achetez un carnet si vous achetez l'atelier aussi, parce que vraiment il y a beaucoup de choses à prendre en note. Et donc Parents pour demain, je vous dis, c'est des ateliers préenregistrés que vous pouvez regarder quand vous voulez, qui sont découpés par chapitres, qui ont été travaillés donc par Smadi et par Pascal. L'idée, c'est de rendre le contenu digeste, mais surtout qu'il soit compréhensible, qu'il soit assimilable et que vous puissiez mettre en place des choses concrètement, voilà, comme l'exemple des post-it et des tableaux, directement à la maison. On part de la théorie, mais on va vers la pratique pour que ce soit concret pour vous. Cet atelier, il est disponible sur notre site, donc parentspourdemain.fr. Et pour cette masterclass, pour ce lancement, on vous offre 10 € de remise sur l'atelier. Sur l'abonnement à notre plateforme. Donc là, on focus sur l'atelier de Pascal, mais vous en avez 2 autres qui sont disponibles, un autour de la confiance inconditionnelle, un autour du TDAH et un autour de la discipline positive, même 4, je me trompe. Donc vous avez celui sur les apprentissages avec Pascal, donc qui est là, vous avez vu une sous-partie, puisque normalement, il n'y a pas de choses qui se recoupent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'à côté. Un morceau complémentaire. Un morceau complémentaire, exactement. Donc, les apprentissages, le TDAH, donc c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, clairement, comment je fais avec un ado qui a un trouble du déficit de l'attention. Mais il faut savoir que ce chapitre, on pourrait se dire qu'il est réservé à une toute petite part de la population, mais il explique quand même assez bien le fonctionnement du cerveau de l'ado et des émotions, donc il est aussi intéressant globalement. Un chapitre autour de la confiance inconditionnelle, un atelier sur la confiance inconditionnelle et un dernier atelier autour du lien, donc qui va permettre de poser un cadre avec fermeté, mais avec bienveillance, avec pour objectif de recréer du lien avec son ado, parce que parfois, les choses se distendent un petit peu au gré de la vie. Donc, suite à cette masterclass, on va vous envoyer le replay. Alors, je vais juste rajouter un détail par rapport à l'atelier qui a été construit avec Pascal. C'est un atelier qui a regardé avec son ado. C'est quelque chose qu'on a construit pour regarder avec son ado. Alors, vous pouvez le regarder sans lui s'il n'est pas partant, mais c'est quand même intéressant parce que Pascal explique plein d'outils. Elle s'adresse beaucoup aussi à l'adolescent et elle propose plein d'outils pratiques pour regarder ensemble et pour pouvoir justement avoir des discussions, avoir des réflexions. Donc, c'est vachement intéressant. Et puis ça permet, comme on le dit tout à l'heure, que ce ne soit pas le parent qui dise des choses à son ado avec une posture de sachant. C'est un professionnel. Donc déjà, il n'y a plus tout le côté émotionnel. C'est un pro, comme tu disais, on va avoir son généraliste pour parler du sommeil. Là, c'est un professionnel qui est spécialisé dans l'apprentissage, qui va accompagner l'ado et son parent sur ce chemin pour que tout se passe le mieux. Donc, Parents pour demain, c'est une entreprise en lancement. Et là, on lance notre abonnement pour 6 mois, qui est à 29 € pour ces 4 ateliers, avec des ateliers qui sont en train d'être tournés et qui sont en train d'être montés, donc qui arriveront prochainement. Donc, pour les 6 prochains mois, il y en a au moins 2 ou 3 qui vont arriver sur la plateforme. Et l'abonnement est à 29 € pour 6 mois. Et jusqu'à dimanche soir, vous avez 10 € de remise avec un code promo que vous allez recevoir ce soir par mail. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site web parents-pour-demain.fr. Comme ça, vous pouvez acheter l'abonnement et consulter nos 4 ateliers, plus tous ceux qui vont arriver très prochainement. Si vous avez encore des questions concernant les apprentissages, les examens ou concernant les ateliers disponibles sur Parents pour demain, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Sinon, je vais vous laisser peut-être, Smadi, le mot de la fin. Alors, pour les trop impatients,
Je vais mettre le code promo dans le fil de la discussion, comme ça vous pouvez C'est bon, je le mets. directement. Tu l'as? Ok. Bon, bah, super. Donc, avec ce petit code magique lancement avril, vous pouvez vous abonner à Parents pour demain pour 19 € pour 6 mois. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et ça ne sert à rien de remettre les choses à demain. Alors, le code n'hésitez pas expire dimanche. Et n'hésitez pas, et c'est aussi un grand soutien aussi pour notre entreprise qui est en lancement, puisque clairement, on démarre. Vous voyez bien qu'on est au début d'une grande aventure, et puis ça va vraiment nous aider à booster, à confirmer que ce qu'on fait, ça a du sens. Donc, c'est et pour vous, et aussi pour nous soutenir et aider notre entreprise qui est en lancement. Et vous pouvez donc retrouver rapidement Smadi, donc, qui est thérapeute familial au Plessis-Trévise dans le 94. Il suffit de taper son nom et vous trouverez toutes les infos. Et Pascal Delarue, et je vais te laisser donner. Dans le 14e arrondissement, à Paris. Voilà. La psychopédagogie et la sophrologie. Voilà. Et tu pratiques en visio aussi ou... Assez peu. Je suis assez penchée présentielle, moi. Dans le 14e, à Paris, c'est très bien. Et puis, si vous avez besoin de plus d'infos, vous avez toutes ces coordonnées sur notre site web. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre participation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre écoute et merci pour votre invitation, Smadi et Lucina. À Merci bientôt. Pascal. À bientôt.